L'argent que tes parents ne t'ont jamais appris à gérer, pense à la façon dont tu as appris à gérer ton argent. Pas dans un livre, pas dans une salle de classe, mais en observant. En écoutant des conversations autour de la table, des phrases lancées distraitement, des attitudes répétées sans jamais être expliquées. Tu as absorbé un modèle financier avant même de savoir compter. Et ce modèle, qu'il soit bon ou mauvais, agit encore aujourd'hui dans tes décisions, souvent sans que tu t'en rendes compte. Ce n'est pas une accusation envers tes parents. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient, et leurs parents avaient fait pareil. C'est précisément le problème, une façon de se comporter avec l'argent qui se transmet de génération en génération, non pas par des mots, mais par l'exemple quotidien. Et dans beaucoup de familles, ce qui se transmet n'est pas la richesse, c'est le schéma qui empêche d'y accéder. La question n'est pas de savoir si tu as été bien ou mal élevé. La question est de savoir si tu as hérité de croyances financières qui te limitent aujourd'hui sans que tu aies jamais choisi de les adopter. Il observe et intègre. Et ce que la plupart des enfants observent en matière de finances, c'est souvent la gestion de l'urgence, l'argent comme source de tension, le silence autour du sujet comme si en parler portait malheur, les dettes traitées avec honte, l'épargne présentée comme un luxe pour les autres, la consommation comme seul espace de plaisir et de récompense. Ces scènes répétées des centaines de fois pendant l'enfance forment une architecture mentale, une façon de percevoir l'argent, de le ressentir, de le gérer ou de l'éviter. Et cette architecture, si elle n'est jamais remise en question, continue de fonctionner à l'âge adulte. Tu prends des décisions financières en croyant qu'elles sont les tiennes. Mais beaucoup d'entre elles ne sont que des réponses automatiques à des programmes installés il y a longtemps. Le deuxième pattern, c'est la relation à l'épargne. Si tu as grandi dans un foyer où mettre de l'argent de côté n'était jamais une priorité, parce qu'il n'y en avait jamais assez, ou parce que l'avenir semblait trop lointain et incertain pour mériter qu'on s'y prépare, alors épargner ne te semble probablement pas naturel. Ce n'est pas un manque de discipline, c'est un manque de modèle. Le troisième pattern, peut-être le plus puissant, c'est ce qu'on pourrait appeler le plafond de verre invisible, une limite mentale sur ce que tu es capable de gagner, d'accumuler, de posséder, une voix intérieure qui dit que les gens comme toi ne font pas ça, que la richesse est pour d'autres, que vouloir plus est présomptueux, dangereux ou honteux. Cette limite n'est pas logique, elle est émotionnelle, et elle vient souvent de phrases entendues dans l'enfance, parfois même dites avec amour. Mais cette explication, même quand elle est légitime, peut aussi devenir un écran derrière lequel se cachent des comportements qui perpétuent la difficulté indépendamment du revenu. On observe régulièrement des personnes dont le revenu augmente significativement et qui se retrouvent dans les mêmes difficultés financières qu'avant, parce que le problème n'était pas le montant, c'était le comportement. Et le comportement, lui, vient de la programmation. Une programmation héritée, non choisie, mais qui peut être modifiée. Une autre croyance fréquente, parler d'argent en famille est vulgaire, ou inutile, ou traumatisant. Résultat, on n'en parle pas. Et les enfants grandissent sans vocabulaire, sans outils, sans référence pour naviguer dans la réalité financière du monde adulte. Le silence ne protège pas, il transmet l'ignorance. Ce que tu penses vraiment, au fond, sur l'argent, est-ce qu'il est dangereux? Est-ce qu'il corrompt? Est-ce qu'il est réservé à une certaine catégorie de gens? Est-ce que le désirer est une forme de honte? Ces croyances ne se découvrent pas en lisant un livre, elles se découvrent en s'observant, en regardant tes réactions émotionnelles face à l'argent, la tension que tu ressens quand tu regardes tes comptes, la culpabilité quand tu dépenses pour toi-même, la résistance à parler de ton salaire, la gêne quand quelqu'un évoque ses investissements. Ces réactions sont des traces, elles indiquent où sont les programmes. La deuxième étape, c'est la séparation. Distinguer ce qui est vraiment toi de ce qui est hérité. Cette distinction est libératrice. Elle ne signifie pas rejeter tes parents ou ta famille. Elle signifie te donner la permission de choisir autrement, de décider consciemment quel modèle financier tu veux construire pour toi-même et éventuellement pour les personnes qui grandiront autour de toi. La troisième étape, c'est l'éducation intentionnelle. Pas une formation complexe, juste la décision de comprendre les bases. Comment fonctionne une dette? Ce que signifie un taux d'intérêt? Pourquoi l'épargne régulière, même petite,
produit des résultats dans le temps. Ces connaissances, simples et accessibles, sont celles que beaucoup de familles n'ont jamais transmises. Les apprendre à l'âge adulte, ce n'est pas être en retard, c'est commencer là où on est. Il y a une dimension supplémentaire qui mérite d'être abordée, la responsabilité envers la génération suivante. Si tu as des enfants, ou si tu en auras un jour, ce que tu transmettras en matière de finances ne passera pas principalement par ce que tu leur diras. Ça passera par ce qu'ils te verront faire. Un enfant qui voit ses parents parler sereinement de leur budget, planifier leurs achats importants, expliquer simplement pourquoi on attend avant d'acheter quelque chose, grandit avec un référentiel financier sain. Il n'a pas besoin d'un cours magistral. Il a besoin de voir que gérer son argent est quelque chose de normal, de possible et de calme. À l'inverse, un enfant qui grandit dans le silence financier ou dans la tension permanente autour de l'argent ou dans la contradiction entre ce qu'on lui dit et ce qu'il observe va intégrer cette confusion. Et il la reproduira peut-être dans sa propre vie d'adulte. La transmission financière ne se choisit pas. Elle se fait, que tu le veuilles ou non. La seule question est de savoir si elle se fait consciemment ou non. C'est simplement décider d'être l'auteur de son propre rapport à l'argent plutôt que d'en être le produit passif. C'est un travail lent. Il se fait par petites décisions, par observation régulière, par remise en question progressive. Il n'y a pas de moment spectaculaire. Il y a une accumulation de moments de lucidité qui, avec le temps, change profondément la façon dont tu navigues dans ta vie financière. Et peut-être que la chose la plus importante que tu puisses faire aujourd'hui, c'est simplement de te poser cette question: parmi mes comportements financiers actuels, lesquels ai-je vraiment choisi, et lesquels ai-je simplement hérités sans jamais les questionner? La réponse à cette question ne règle rien immédiatement, mais elle ouvre une porte que beaucoup ne franchissent en jamais.